suis assez heureux de commencer cette saison d'Amphi pour tous et en quelque sorte de jouer une petite partie du rôle que nous avons en tant qu'universitaires de transférer un peu ce qu'on fait et puis ce qu'on pense comme problématique importante au monde en quelque sorte hors les murs de nos campus. Donc je vous remercie aussi d'être venus très nombreux. Ce dont on va parler, c'est d'Internet. Donc Internet est un réseau, est un élément très important du monde contemporain. Il est totalement incontournable. Et donc c'est un réseau qui, par son importance et aujourd'hui prend une place primordiale dans la société et plus généralement devrait avoir un impact très important sur les années qui viennent et éventuellement sur l'histoire dans les années et éventuellement décennies et siècles qui viennent. L'objectif de ma présentation, c'est en quelque sorte de remettre l'Internet dans une perspective plus générale, de montrer que ce réseau est bien sûr la suite d'autres réseaux qui ont préexisté, et aussi de montrer quelles sont ses spécificités, et d'essayer de donner un certain nombre d'outils méthodologiques pour le comprendre. Alors, le comprendre, c'est une ambition démesurée, mais ce que je vais essayer de traiter, c'est en quelque sorte de vous donner des éléments de réflexion pour le comprendre un peu mieux. Et ces éléments de réflexion, bien que je sois un informaticien et que j'ai mon lot quotidien de complexité, de termes techniques, de formules mathématiques et autres, mon objectif va être en quelque sorte de montrer les problématiques essentielles sans avoir recours à ces artifices que nous utilisons tous en étant scientifique, et de montrer qu'en fait les problèmes sont extrêmement simples et compréhensibles pour n'importe qui, et les moyens en quelque sorte de l'appréhender aussi sont du même ordre. Alors, l'Internet. Aujourd'hui, nous sommes en 2014, donc le réseau Internet a commencé par une première expérimentation dans les années 69, donc on peut dire que nous avons quelque chose autour de 45 ans d'Internet, 30 ans de TCP/IP, l'architecture actuelle de l'Internet, mais parfois c'est très difficile de se le rappeler, 10 ans de Facebook. Quand je dis à mes enfants que j'ai rencontré les fondateurs de Google quand ils étaient encore étudiants à Stanford, ils me regardent avec des yeux, des gros yeux, comme si je leur parlais de l'époque des dinosaures. Et même si ce réseau est assez récent, on peut bien se rendre compte que derrière ce réseau, il y a des milliers d'années de réseaux. Alors bien sûr, certains réseaux ont même eu une incidence très importante sur l'histoire de l'humanité. On peut parler du réseau des migrations humaines, qui a transféré bien avant l'Internet de l'information, bien sûr sous forme d'ADN plutôt que sous forme de paquets de données ou de pages web, mais ce réseau a préexisté. On peut parler d'autres réseaux, le réseau des voies romaines, le réseau des chemins de fer en Inde, ou du réseau des relations amoureuses au lycée de Jefferson, donc une étude qui avait été faite dans les années 70, ou même de réseaux biologiques qui, en quelque sorte, construisent les protéines qui, à leur part, vont constituer nos cellules. Tous ces réseaux, en quelque sorte, sont
des réseaux qui, au même titre que l'Internet, ont les caractéristiques qu'on va essayer de traiter dans la suite. Donc on se rend bien compte que le phénomène du réseau est un phénomène qui est très largement répandu. On le voit à peu près partout. Et donc, quand on observe un phénomène aussi largement répandu, une première question que le scientifique va se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Est-ce que je peux aboutir à une définition générique du réseau? Alors, ça peut apparaître comme une question triviale, puisque tout le monde, plus ou moins, est tellement confronté à des exemples de réseaux que on pourrait se dire que c'est évident qu'est-ce que c'est qu'un réseau. Mais le réseau est tellement répandu que finalement, chaque communauté, chaque personne va avoir sa propre réponse. Quand vous posez la question qu'est-ce que c'est qu'un réseau à un économiste, il aura une réponse totalement différente de quand vous posez la question à quelqu'un qui utilise un réseau de transport urbain. Est-il possible de donner une définition générique d'un réseau qui soit applicable à tous les réseaux divers, mais qui garde suffisamment de degrés de liberté pour permettre d'introduire les différences qui existent entre ces différents réseaux? Alors, une première classification qu'on peut voir, c'est deux types de réseaux apparaissent. Et un premier type de réseau, ce sont les réseaux logistiques qui vont transporter des produits ou de l'énergie. Donc, dans les réseaux logistiques, c'est ce qui est transporté qui est primordial et non pas le réseau. Et puis, il y a les réseaux d'information. Dans les réseaux d'information, ce n'est plus un produit qui est transporté, c'est de l'information, et on verra que cette information, dans la suite, a des caractéristiques totalement différentes des produits. Alors, très fréquemment, quand on regarde un réseau, on va voir un entrelacement entre un réseau logistique et un réseau d'information. Par exemple, si je regarde le réseau de distribution d'énergie, le réseau électrique auquel nous sommes, chaque maison et chaque bâtiment est connecté, ce réseau transporte bien sûr de l'énergie, mais il est couplé à un réseau qui le contrôle et qui contrôle cette énergie et donc qui lui transfère de l'information. Mais ce n'est pas seulement ça. Si je regarde un autre type de réseau, par exemple la route de la soie, c'est un réseau qui a transporté bien sûr des produits, en particulier des produits culturels, et qui a eu un impact très important, bien sûr, dans l'histoire humaine. Mais ce réseau est aussi couplé à un réseau qui est l'information commerciale, c'est-à-dire un vendeur qui va décider de prendre sa caravane de chameaux et l'emmener quelque part, c'est parce qu'il sait qu'il existe des clients pour son produit. Alors, dans certains cas de figure, on a des réseaux où on voit le transfert de produits ou d'énergie, mais on ne voit plus le réseau d'information qui a été derrière. Un exemple, quand je regarde un circuit électrique, je vois un circuit, je vois qu'il transporte de l'énergie, mais je ne vois pas l'information qui est transférée dans ce circuit électrique. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce qui fait croître un réseau, ce qui le fait évoluer, c'est le réseau d'information. C'est-à-dire tout réseau logistique qu'on voit, en fait, a été dirigé par un réseau d'information qui a existé à un certain moment, au moment de sa croissance. Et puis, dans certains cas de figure, le réseau s'est ossifié et le réseau d'information a disparu. Et donc, si je veux étudier un réseau, il faut que j'aille à l'étude du réseau d'information qui a existé de façon sous-jacente. Et c'est le réseau d'information qui a existé de façon sous-jacente qui peut me dire pourquoi le réseau que j'observe aujourd'hui, le réseau logistique que j'observe, a cette structure. Alors, bien sûr, on peut se poser la question, quelle est la différence entre un produit, l'énergie, et l'information? On reviendra à ceci plus tard.
Donc, comment peut-on définir un réseau et lui donner une définition générique? La définition générique qu'on peut donner à un réseau, c'est un ensemble d'éléments distribués. Parce que pour avoir un réseau, il faut que les éléments ne soient pas en un seul point, qui coopèrent afin d'échanger des informations. Alors pourquoi seulement échanger des informations? Puisque, comme je l'ai dit, un réseau logistique a été en quelque sorte construit sur la base d'un réseau d'informations qui était prévalent. Alors, cette définition a toute une série de mots-clés ou de mots complexes qu'il faut traiter et qu'on essaiera de voir. Alors, d'une part, la notion d'éléments distribués. Bien sûr, un réseau peut être intercontinental, mais peut très bien être aussi avec des éléments qui sont très proches. Si vous regardez le réseau neuronal, à l'intérieur de notre cerveau, nous avons des milliards de neurones, et puis le réseau qui les interconnecte est très petit. Le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est la notion de coopération. C'est-à-dire, un réseau, pour le comprendre, il faut se poser la question, quelle est la coopération qui a lieu dans ce réseau? Et nous verrons dans la suite que c'est vraiment ce concept-là, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un réseau, il y a une interactivité, on donne et on reçoit quelque chose, et chaque réseau va en quelque sorte être caractérisé par la coopération qui existe sur ce réseau. Et puis le troisième terme, c'est l'information. Qu'est-ce que c'est que l'information? Pour répondre à cette question, je vais ouvrir une petite parenthèse et parler d'un génie, de mon point de vue méconnu, qui n'est pas suffisamment reconnu à son importance, qui était Claude Elwood Shannon, donc, qui est mort en 2001. Juste pour vous donner les contributions de cette personne, que beaucoup en dehors de la sphère, je dirais, informatique ou scientifique ne connaissent pas, je vous dirais 3 contributions que cette personne a fait, et vous vous rendrez compte que, de sa place. La première contribution de Shannon, durant sa thèse de master, c'est-à-dire quand il était étudiant, je dirais, après 5 années d'études, a été tout simplement de démontrer qu'il est possible de construire des ordinateurs en utilisant des relais, des switches, des bascules. Et aujourd'hui, tous nos ordinateurs sont construits avec des switches et des relais et des bascules. C'est-à-dire, aujourd'hui, les ordinateurs que nous avons sont le résultat direct de la thèse de master de Shannon. Bien sûr, Turing a inventé le concept. Mais la personne qui a montré que ce concept-là peut être implémenté de façon concrète avec des composants électroniques que nous avons en main, c'était Shannon. Deuxième chose, en 1948, alors en 1948, l'article sur une théorie mathématique de la communication a été publié, mais on pense que très probablement les travaux relatifs à cet article ont été faits dans les années 42-43, puisque sur cette période, c'était la période de la guerre, et Shannon travaillait aussi avec les militaires américains, et donc il y a eu une période d'embargo. Donc en 1948, Shannon publie un papier, un article, qui est extrêmement important, puisque dans son article, il démontre 3 choses. La première chose, il est possible de représenter tous les signaux, tous les différentes sources d'informations que vous ayez, sous forme de 0 et de 1. C'est-à-dire que la source d'information que vous regardiez, que ce soit de l'image ou de la voix ou du texte, je peux le représenter d'une façon unique avec des 0 et des 1. Donc le numérique qu'on a aujourd'hui, la notion de numérique, est en quelque sorte le résultat de cette preuve de Shannon, qui en quelque sorte aussi forme une grande partie de sa thèse de doctorat, et que je traduis sous la forme, la représentation en bits d'information est universelle. Je n'ai pas besoin d'avoir un système pour voir l'image, un autre système pour entendre le son, un troisième système pour voir l'image, et un quatrième pour regarder un texte. Je peux combiner tout ceci dans un seul système,
qui traitera des bits d'information. Vous voyez bien qu'Internet est en quelque sorte la concrétisation de la promesse de Shannon en 1948. Puis, deuxième contribution dans cet article, il démontre que si vous avez de l'information à un point du monde, vous pouvez la transférer sans erreur en un autre point du monde, ce qui veut dire que si j'ai un fichier MP3 de musique dans ma poche, je peux avoir exactement le même fichier MP3 à l'autre bout du monde, et ce qui est incomparable avec l'état qu'on avait précédemment, qui était, par exemple, les vinyles. Un vinyle, chaque fois que vous lui mettez un saphir qui va passer dessus, la qualité du son pourra être différente. Alors bien sûr, le fait que cette qualité de son peut être différente est aussi un très bon point, parce que la qualité audio que vous avez sur un vinyle est excellente, jusqu'au moment où votre vinyle commence à devenir rayé, ce qui n'est pas le cas pour un fichier MP3. Donc, cette deuxième contribution, c'est de dire que l'information est universelle, et donc j'ai des moyens de transmettre de façon parfaite l'information, à condition que je ne sois pas pressé et que j'accepte les contraintes de débit du canal que j'ai. Et ça, c'est en quelque sorte le précurseur de toute la téléphonie mobile et de tous les systèmes mobiles que nous avons. Chacun d'entre nous a dans sa poche aujourd'hui un téléphone qui va être aussi un ordinateur. Et si vous regardez ces trois contributions, vous voyez bien que Shannon a une place à part dans je dirais, le panthéon des chercheurs du XXe siècle qui, de mon point de vue, n'est pas suffisamment reconnu. Alors, une des caractéristiques qu'il faut dire, c'est que Shannon définit l'information d'une certaine façon. Il dit que l'information est quelque chose qui peut être représenté sous forme de bits. Et quand je dis peut être représenté sous forme de bits, c'est-à-dire, je peux vous dire, je peux représenter cette information en posant des questions oui, non. C'est-à-dire, par exemple, si je veux savoir prenez un chiffre au hasard et je vous pose la question, est-ce que ce chiffre est plus grand que 1000 ou plus petit que 1000? Oui, non. Ensuite, si vous me dites oui, est-ce qu'il est plus petit que 4000, plus grand que 4000? Oui, non. Et puis après un certain nombre de questions, je vais pouvoir deviner le chiffre que vous aviez en mémoire. Une telle information est représentée sous forme de bits. Chaque fois que vous dites oui, je mets un 0. Chaque fois que vous dites non, je mets un 1, ou l'inverse. Et donc ça me donne une représentation en chiffre digital ou en numérique de ce chiffre. Bon. Alors, de ces travaux de Shannon, qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu l'Internet qui, d'une expérimentation très simple en 1969, qui, prenant en compte 4 ordinateurs, est devenu un réseau colossal qui connecte aujourd'hui quelques milliards d'utilisateurs et quelques 100 millions de machines. Alors, petite parenthèse historique, vous lirez dans les journaux que, parfois, certains journalistes vous diront que l'Internet, en fait, ça a été construit par les Américains, par les militaires américains, et que c'était un réseau, à la base, construit pour les militaires. En ayant parlé avec un certain nombre des pères fondateurs, la réponse est tout autre. L'objectif principal de la construction de l'Internet en 1969, c'était que dans ces temps-là, accéder à un ordinateur était très coûteux. Et comme c'était très coûteux, vous aviez la possibilité d'accéder à l'ordinateur, quand vous étiez un informaticien, que très tard la nuit, à 3 heures du matin. Je me rappelle, dans les années, quand j'étais jeune, dans les années 70, vous alliez sur un campus universitaire, à 2 heures du matin, il y avait du monde qui était autour du centre informatique, parce que c'était le seul moment où les gens avaient accès au terminal d'ordinateur. Et puis, quand vous aviez accès au terminal d'ordinateur, vous habitiez à Los Angeles, vous aviez accès à Santa Barbara, il fallait se lever 3 heures avant son horaire, faire 200 km de route, arriver à Santa Barbara, utiliser l'ordinateur, et puis ensuite, pendant 1 heure, et rentrer chez soi.
Pour ne pas avoir à faire 200 km, un certain nombre de chercheurs de la région Californie ont décidé de construire un réseau qui leur permettrait de rester dans l'université d'à côté et d'accéder à l'ordinateur qui est éventuellement plus lointain. Et puis ensuite, ils ont regardé qui était à même de financer ce projet. Ils ont regardé les dates. Alors, les scientifiques, nous, on est très habitués aux deadlines, aux dates. On sait que si vous voulez avoir de l'argent de telle agence de l'Europe, il y a une date butoir. Tel jour, vous devez envoyer votre proposition. Si vous voulez avoir de l'argent de quelque part d'autre, à telle date. Et puis, malheureusement, le commun de la vie des informaticiens, des chercheurs aujourd'hui, c'est que à n'importe quelle date, si vous envoyez de l'argent, vous n'aurez pas d'argent parce qu'il n'y a plus d'argent. Mais il y a cette notion de date butoir. Et puis quand ils ont regardé quelle était la date butoir la plus proche, ils se sont aperçus que c'était la date butoir du ministère de la Défense. Donc ils ont envoyé leur projet au ministère de la Défense. Si c'était le ministère de l'Agriculture qui avait une date butoir plus proche, on aurait eu un Internet vert dès le début. Ça a été le DARPA qui a récupéré, je dirais, le bébé. Mais l'Internet, ce n'est pas seulement ce réseau que je montre ici avec 4 nœuds qui est ensuite devenu, a cru très rapidement en 1973 et qui a cette représentation complexe que j'expliquerai plus tard, aujourd'hui. Mais l'Internet, c'est aussi un réseau social aujourd'hui. L'Internet est un réseau, comme je l'ai dit, qui est basé sur la notion de collaboration. Les personnes sur le réseau coopèrent entre eux. Quand je suis sur un réseau social, j'ai une coopération avec d'autres personnes qui se fait sous forme d'échanges d'informations, de chats, de discussions, d'échanges d'images, et ainsi de suite. L'Internet aussi est utilisé pour mettre en place d'autres types de coopération. Le deuxième graphique que je vous montre, c'est le graphique qui montre les personnes en Belgique, les Flamands en rouge, les Wallons en vert, et avec qui parlent les Flamands et avec qui parlent les Wallons. Alors bien sûr, les Flamands parlent avec les Flamands. Donc vous voyez bien que vous avez toute une série de gens en rouge qui sont connectés à d'autres personnes en rouge. Et puis les Wallons parlent avec les Wallons. Puis au milieu, il y a un ensemble de personnes qui parlent, de Wallons qui parlent avec des Flamands et des Flamands qui parlent avec des Wallons. Donc on voit bien, il y a un réseau social, là, qui est basé sur de l'humain, c'est un réseau humain, qui utilise la coopération de l'infrastructure de l'Internet pour mettre en place cet échange d'informations qui est nécessaire. Mais l'Internet, ce n'est pas seulement ça. Très fréquemment, on va dire l'Internet, c'est aussi des applications. Ces derniers temps, si vous lisiez les journaux, on vous disait que c'est les 30 ans du web, et donc c'est les 30 ans de l'Internet. Très fréquemment, on pense que le web et l'Internet, c'est équivalent. Tandis que le web n'est qu'une seule application sur cet Internet. Donc il y a toute une série d'applications. Aujourd'hui, l'exemple que je donne à gauche, ça montre le pourcentage de trafic qu'ont les différentes applications aux États-Unis. 31% du trafic Internet aux États-Unis, pour l'instant, c'est Netflix. C'est de la diffusion vidéo. Netflix qui vient d'ailleurs d'arriver en France depuis quelque temps. 18% du trafic applicatif sur Internet, c'est YouTube. Donc vous voyez bien, le trafic vidéo consomme à peu près la moitié de la bande passante Internet aujourd'hui. 9% c'est du web. Autour de 1% c'est du Facebook. Et ainsi de suite. Donc, l'Internet, c'est aussi des applications, et ces applications, en fait, sont le support de coopération des réseaux sociaux. Mais en même temps, ces applications se fondent sur la coopération de couches inférieures, en particulier de serveurs, de centres de données. Alors, les serveurs et les centres de données, aujourd'hui, sont une réalité concrète, puisqu'ils consomment autour de 10 à 12% de l'énergie au niveau mondial, et ils génèrent autour de 15% des gaz à effet de serre. Et ces serveurs sont distribués à peu près partout. Donc là, je vous donne l'exemple du positionnement des serveurs de Facebook, où sont stockées nos données Facebook.
Donc ces serveurs, ces centres de données sont des endroits où vous allez avoir en un point centralisé jusqu'à 10 à 15 000 ordinateurs. Et bien sûr, les ressources nécessaires pour refroidir ces ordinateurs, parce que 10 à 15 000 ordinateurs, ça chauffe, et aussi l'électricité et la puissance que vont consommer ces ordinateurs vont être là. Donc, par exemple, la grande tendance qui existe actuellement, c'est de mettre des centres de données plutôt dans les zones froides pour réduire les coûts de refroidissement. Mais à côté de ça, Internet, c'est aussi un réseau des réseaux. Et ça, c'est l'élément le plus méconnu de l'Internet, puisque le réseau social, vous l'utilisez, vous êtes dans ce réseau. Les applications, vous les utilisez, vous les avez sur votre ordinateur. Les serveurs et les ordinateurs, vous les voyez, vous les touchez pour utiliser votre propre ordinateur client. Mais les réseaux par lesquels vous passez sont totalement méconnus et invisibles. Donc l'Internet est un réseau des réseaux, c'est-à-dire il y a deux niveaux de réseau dans l'Internet. Un premier niveau qu'on appelle un système autonome. Par exemple, le réseau de l'Université de Savoie est un système autonome qui est géré de façon centralisée et qui va appliquer les règles qu'il souhaite mettre en œuvre. Par exemple, décider quels sont les trafics qui doivent passer par l'Université de Savoie ou qui ne doivent pas passer par l'Université de Savoie. Et puis, à un deuxième niveau, il faut que ces réseaux indépendants puissent s'interconnecter entre eux, puisque moi, qui suis ici, si je veux me connecter à un site web qui est en Chine, il va falloir que je sorte du réseau de l'Université de Savoie. Donc l'Internet est une architecture en deux niveaux. Alors, dans ces deux niveaux, il existe différents types de domaines de systèmes autonomes. D'une part, on a des systèmes autonomes qu'on appelle des systèmes de transit. C'est-à-dire ce sont des systèmes autonomes qui laissent passer le trafic d'une entrée à une sortie. Par exemple, un opérateur de télécommunications doit mettre en place un réseau de transit, parce que son rôle, c'est de transférer des données de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Et vous avez ce qu'on appelle des domaines de stub. Les domaines de stub sont des domaines aux extrémités, où ils génèrent du trafic, où ils en attirent. Par exemple, vous, chez vous, vous allez principalement attirer du trafic. Vous faites une requête pour voir une page web, et la page web vient vers vous. Un fournisseur de contenu qui, par exemple, fournit de la vidéo, lui, il va principalement générer du trafic. Il reçoit une petite requête et il envoie un gros volume. Alors, une des caractéristiques essentielles qu'il y a depuis quelques années et qui a un problème de sécurité assez gênant, c'est qu'une grande partie de la sécurité des réseaux était construite sur cette notion de vous êtes un réseau de transit ou vous êtes un réseau de stub. Et de plus en plus, les réseaux de stub deviennent eux-mêmes des réseaux de transit. Exemple un peu classique, vous avez chez vous une application de voix sur IP, genre Skype. Vous pouvez très bien avoir des appels qui ne vous sont pas destinés, mais qui transitent par votre ordinateur. Alors, je vais un peu essayer de rentrer dans les détails de cette architecture d'Internet, parce que c'est extrêmement important de comprendre l'architecture d'Internet pour comprendre ensuite les tenants et aboutissants. Alors, dans Internet, il y a deux types de relations qu'on peut avoir entre deux réseaux autonomes. Par exemple, je suis à l'Université de Savoie et je peux avoir deux types de relations avec les autres réseaux. Je vais avoir des relations de client à prestataire. Par exemple, avec France Télécom, j'ai une relation de client à prestataire. Je paye quelque chose à France Télécom pour qu'il transporte mes données. Vous-même, vous avez une relation de client à prestataire avec votre opérateur Internet chez vous. Vous payez un certain montant mensuel pour qu'il transmette vos données. Mais dans l'Internet, on s'est assez rapidement aperçu que seulement des relations de prestataire à client ne marchaient pas. On avait besoin d'autres types de relations. On a un deuxième type de relation dans l'Internet qu'on appelle les relations de pair à pair.
ou de pairage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une relation de pair à pair? Je suis, par exemple, Orange, opérateur en France, SFR, opérateur en France, et Free, opérateur en France. Ces trois-là, ils ont besoin de s'interconnecter. Parce que sinon, un client d'Orange n'arriverait pas à parler avec un client de SFR. Comment est-ce qu'ils vont s'interconnecter? Ils vont décider qu'on s'interconnecte et on s'échange un volume équivalent de données. Donc les relations de peering sont des relations essentielles dans l'Internet. Si on n'avait pas ces relations de peering, on ne pourrait pas, l'Internet n'existerait pas. Il faut bien prendre en compte que quand vous allez sur un site web, vous tapez une adresse www.lemonde.fr, vous allez très fréquemment traverser 4 à 5 systèmes autonomes avant d'y arriver. C'est-à-dire vous traversez 4 à 5 réseaux qui sont totalement indépendants l'un de l'autre et qui laissent passer votre trafic parce que où il existe des relations de client à prestataire, par exemple la relation de client à prestataire entre vous et votre opérateur, ou qu'il existe des relations de peering entre ces différents acteurs. Alors, on peut se dire, je suis moi-même un petit utilisateur chez moi, je vais aller voir Orange et je vais lui dire, est-ce qu'on ne pourrait pas se peerer l'un à l'autre? Parce que peering, c'est gratuit. On ne paye pas d'argent quand on fait un peering. Orange va me dire, on fera ça quand tu seras de la même taille que moi. Donc, les opérateurs qui sont en compétition sur un même marché, qui sont de taille comparable, se connectent entre eux. Tandis que si vous êtes un opérateur de taille plus petite, et vous allez voir un opérateur de taille plus grande, il va vous dire, je suis prêt à condition que tu me payes. Alors, il y a d'autres éléments aussi dont je reviendrai un peu plus tard. Par exemple, votre opérateur ADSL, il faut bien qu'il se connecte au service dont vous avez besoin. Par exemple, vous avez besoin de voir une vidéo sur YouTube. Il faut bien que votre opérateur soit connecté à YouTube. On viendra à ça quand on parlera de la neutralité du réseau et des problèmes que ça induit. Alors, comment est-ce que, dans cet état des lieux, on peut trouver son chemin? Comme je vous l'ai dit, le réseau est basé sur la coopération. C'est-à-dire, on coopère entre eux. Et comment est-ce qu'on définit notre coopération? Il existe un protocole, un mécanisme dans Internet qui s'appelle BGP, Border Gateway Protocol, qui est un protocole qui est très peu connu, mais qui, sans lui, rien n'existerait. Pour vous donner une idée de l'importance de BGP, je vous dis juste un point. Aujourd'hui, en moyenne, pour aller de votre ordinateur à un site web, vous allez passer par 8 réseaux différents. Chacun de ces réseaux est indépendant l'un de l'autre. Chacun de ces réseaux, alors pas tous, beaucoup de ces réseaux sont en compétition l'un avec l'autre. Chacun de ces réseaux peut décider d'éteindre son ordinateur, son routeur, ou de le rallumer. Pourtant, quand vous tapez une adresse web, et votre adresse, elle n'apparaît pas sur votre écran après 5 secondes, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. En fait, que vous réussissiez à avoir, sans vous poser de questions, le site web qui est en Mongolie intérieure, ça relève quasiment du miracle. Et le miracle est fait par le fait de la robustesse d'Internet et la robustesse de BGP. Alors, comment marche BGP? BGP va marcher de la façon suivante. Je suis un routeur dans le réseau. Je dois transférer des trafics qui m'ont été envoyés vers leur destination. Mes voisins vont m'annoncer qu'il existe un chemin vers n'importe quelle destination que tu veux aller et qui passe par moi. Donc par exemple, mon voisin, le routeur voisin qui appartient par exemple à France Télécom, va me dire, si tu veux aller en Mongolie intérieure, il existe un chemin qui passe par moi et qui a cette longueur. Tu vas traverser ce nombre de réseaux et voici la liste des réseaux que tu as traversés pour aller en Mongolie intérieure.
Alors, je ne suis pas connecté seulement à France Télécom, je suis connecté, quand je suis un routeur au milieu du réseau, à beaucoup d'autres opérateurs. Je suis aussi connecté à un opérateur américain, un opérateur chinois, un opérateur indien. Chacun va me dire ses chemins. Et puis moi, je vais prendre ces chemins, et en fonction de mes impératifs économiques, je vais décider lequel je vais prendre. Par exemple, si j'envoie le paquet chez France Télécom, ça coûte plus cher, par exemple, que si je l'envoie sur le réseau américain, donc je vais l'envoyer sur le réseau américain. Si j'envoie le paquet sur tel réseau, ça ne va pas marcher, parce que si j'envoie le paquet sur tel réseau, je ne suis pas un client de ce réseau. Et étant donné que je ne suis pas un client, mon paquet ne va pas être prioritaire. Je vais utiliser un autre chemin. Donc le mécanisme qui permet à l'Internet d'acheminer vos messages, il est basé sur ce protocole qui annonce de façon, je dirais, volontaire, chaque réseau va annoncer, voici les destinations que je suis prêt à traiter. Alors bien sûr, si je suis un opérateur et je veux je veux embêter mon compétiteur, qu'est-ce que je fais? Je dis, les trafics qui appartiennent au compétiteur, je vais les ralentir. Je vais les envoyer par un chemin plus long. Les trafics qui veulent aller à tel endroit, je vais un peu faire joujou avec. Exemple, il y a quelques années de ça, le Pakistan avait décidé que les Pakistanais n'avaient pas le droit de voir YouTube. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont annoncé au monde entier, je connais un chemin très court qui va vers YouTube, qui est très peu cher, il passe par moi. Et les paquets qui lui étaient envoyés, il les jetait à la poubelle. Le problème, c'est que le volume de trafic qui va vers YouTube de par le monde est énorme. Donc en quelques minutes, le réseau de Pakistan Télécom s'est effondré sous la charge de la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf. Et assez rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas traiter, ils ont été obligés d'arrêter leur routeur. Donc pendant 5 minutes, le trafic qui allait vers YouTube, de par le monde, a été bloqué. Et puis après 5 minutes, on s'est rendu compte et on a pu mettre en place les mesures correctives. Autre exemple, dont je reparlerai aussi un peu plus tard, mais je peux en parler maintenant aussi, on sait qu'en 2010, en avril 2010, il y a eu un poisson d'avril. Pendant 15 minutes, la totalité du trafic des États-Unis est passée par la Chine. Alors on dit que les Chinois ont fait une erreur de manipulation. Un de leurs routeurs a annoncé que pour aller aux États-Unis, il y a un chemin très court qui passe par Pékin. Le routage interdomaine, c'est un environnement où il n'y a aucune régulation. La seule chose qui prime dans le routage interdomaine, c'est les relations d'opérateur à opérateur. C'est des contrats privés auxquels personne n'a accès. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ces contrats. Je dis toujours, le routage interdomaine, c'est le paradis d'Adam Smith. Aucune régulation. Alors, donc, l'Internet, c'est aussi un réseau des réseaux, et je viens de vous décrire ce réseau des réseaux. Mais Internet, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi des fibres, des liens de communication. Ces fibres et ces liens de communication sont des ressources stratégiques. Je vous en donne un exemple. Vous voyez à gauche un plan qui vous montre la position des fibres optiques qui interconnectent l'Asie à l'océan Indien et au Moyen-Orient et ensuite à l'Europe. Alors vous voyez là la connexion au Moyen-Orient et ensuite à l'Europe. Là, vous ne la voyez pas, mais je voulais juste vous faire un petit zoom sur cette partie-là. Vous voyez, vous devez voir... Ah, vous ne la voyez pas. Si vous regardez... normalement, la souris devrait vous le montrer, mais bon, ça ne montre pas. Si vous regardez actuellement le détroit de Malacca, pour ceux qui savent, le détroit de Malacca est entre la Malaisie et Singapour. Vous voyez l'endroit où il y a écrit Malaisie? Tous les câbles convergent en ce point. C'est-à-dire, et c'est quoi le détroit de Malacca? Le détroit de Malacca fait 4 km de largeur, et 28 mètres de profondeur.
la totalité de la connexion entre l'Asie et l'Europe passe par ce détroit de Malacca. De même, vous avez exactement la même situation dans le canal de Suez. Et donc, on sait qu'en 2008, alors on ne sait pas exactement est-ce que c'était vraiment des pêcheurs ou c'était des barbouzes d'un certain pays. Vous avez eu des gens qui sont allés, qui, en pêchant, ont coupé des câbles en faisant de la plongée sous-marine. Et ça a déconnecté toute une série de pays du monde de l'Internet du fait de ces câbles. Donc, les câbles sont des ressources stratégiques qui aussi construisent l'Internet. Et aujourd'hui, c'est très important de savoir par où passent les câbles, parce qu'on a des problèmes de surveillance, on a des problèmes d'écoute. Et quand vous avez des points de concentration comme ça, ce sont les points qui sont intéressants pour les services divers des différents pays à infiltrer pour faire des écoutes. Alors, l'Internet, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi des pays. On peut se dire, par exemple, la Chine. Alors, la Chine est un cas particulier, puisque la Chine est connectée au monde extérieur par seulement 4 points. C'est-à-dire la totalité de la Chine, avec son milliard d'habitants, si vous coupez 4 câbles, vous le déconnectez du monde entier, simplement parce que les Chinois ont décidé de construire leur réseau de cette façon. Mais c'est aussi des entreprises. Je vous montre là l'exemple, le réseau d'AT&T, opérateur américain. Vous voyez qu'il est présent partout dans le monde. Ou le réseau de Google, je vous montre les centres de données de Google. Vous voyez que certaines entreprises ont aujourd'hui des réseaux qui sont largement plus grands que les réseaux des pays. Finalement, l'Internet, c'est quoi? Tout ceci en même temps. Un réseau virtuel qui s'étend dans le réel, un nuage qui a des pieds dans le béton des contraintes concrètes de la physique, parce que les câbles passent à certains endroits, qui accepte les contraintes géographiques et géopolitiques, les contraintes économiques et les contraintes légales. Mais en même temps, c'est un nuage. Donc il y a une part de virtuel et une part de contrainte. Alors j'ai déjà parlé de la coopération. On peut définir 2 niveaux de coopération dans le réseau. Et ça, c'est important pour comprendre ensuite qu'est-ce qui se passe sur les réseaux. Un premier niveau de coopération, c'est la coopération qui consiste à établir un lien. Je décide de me connecter à vous. Deuxième niveau de coopération, c'est la coopération qui existe après que j'ai établi un lien. Qu'est-ce que je vais échanger comme information avec vous? Alors, pour comprendre comment un réseau, alors que ce soit un réseau Internet ou un réseau humain ou un réseau social ou n'importe quel autre, les règles de construction de ces réseaux vont être les mêmes. Pour comprendre comment un réseau évolue et croît, on va essayer de modéliser ça par un problème très simple. Je suppose qu'il y a N personnes qui sont en train de jouer ensemble. Et leur jeu, c'est le jeu suivant. Chaque joueur veut s'interconnecter avec les autres. Mais pour s'interconnecter avec quelqu'un d'autre, il doit payer un certain coût. Mais quand il s'interconnecte avec une personne, il a accès à toutes les connexions de cette personne. Un jeu très simple, qui est, je me connecte, bien sûr, on va vouloir se connecter à quelqu'un qui est connecté le plus aux autres. Puisque quand je me connecte à quelqu'un qui a 10 connexions, en payant une seule fois un coût de connexion, je vais avoir 10 connexions. Alors, on sait théoriquement que si on met en place ce jeu, la structure du réseau qui en résultera sera une étoile. Vous allez avoir un élément central par qui tout le monde va passer. Puisque si vous avez une étoile comme ça, il y a un nouvel participant qui arrive. Pour ce nouvel participant, la meilleure chose, c'est de se connecter au centre de l'étoile, puisqu'il aura accès à tout le monde en se connectant en une seule personne. Alors on peut se poser la question, est-ce que ce modèle théorique, il est pertinent? Est-ce que les réseaux réels vont ressembler à ça? Alors les mesures qu'on a effectuées sur le réseau du web, c'est-à-dire on regarde comment les pages web se connectent l'une à l'autre, on se rend compte que le web est un nœud papillon, une structure en nœud papillon. Vous avez un cœur très connecté,
et puis beaucoup de liens qui ne sont connectés au cœur que par un petit nombre de nœuds. Si on regarde la totalité de la topologie de l'Internet, on se rend compte que l'Internet est une méduse. Vous avez beaucoup de réseaux qui ne sont connectés qu'à un seul autre réseau. Et ensuite, ces réseaux sont eux-mêmes connectés à différents niveaux d'interconnexion. Vous avez un cœur très très connecté, un deuxième niveau de cœur un peu moins connecté, un troisième niveau de cœur un peu moins connecté. Donc cette structure en étoile, elle reste à peu près vraie, même quand on regarde les réseaux réels. Vous avez toujours un cœur auquel les gens vont se connecter faiblement. Mais pourquoi on a ce cœur? Pourquoi on n'a pas un seul point? Pour comprendre ça, il faut revenir à un problème, là aussi, qui vient des sciences humaines, qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, c'est le problème suivant. Vous avez deux prisonniers qui sont arrêtés par la police, et ils ont deux possibilités. Ou parler, c'est-à-dire accuser l'autre, ou se taire. Si les deux se taisent, ils vont tous les deux en prison pour 1 an. Si l'un accuse l'autre et l'autre se tait, celui qui a été accusé part en prison 8 ans. Celui qui n'a rien dit, celui qui a accusé l'autre ne part pas en prison. Et si les deux parlent, ils auront chacun 5 ans de prison. Ensuite, on se pose la question, c'est quoi la bonne stratégie? Et dans ce cas-là, on sait bien que la bonne stratégie, il n'y en a pas. Parce que si vous parlez et que l'autre ne parle pas, vous perdez. Si vous ne parlez pas et que l'autre se tait aussi, vous pouvez gagner, mais il faut être sûr que l'autre s'est tu. Donc la bonne stratégie dans ce cas-là, la stratégie optimale, c'est tous les deux parlent. Mais la raison pour laquelle on a ce problème, c'est tout simplement qu'on ne sait pas quelle va être la décision de l'autre. Donc il faut qu'on se synchronise sans savoir que va faire l'autre. Alors ce problème du dilemme du prisonnier, on peut le faire de façon itérative, en n étapes. Donc je joue avec quelqu'un, le jeu du prisonnier, et puis je rejoue avec lui. Si la dernière fois il a été méchant, il a parlé, maintenant je peux décider d'être méchant avec lui, je vais parler aussi. Ou je peux décider d'être altruiste, c'est-à-dire je ne parle jamais. Ou décider de faire ce qu'on appelle du tit for tat, c'est-à-dire je suis altruiste jusqu'au moment où tu m'accuses. Si tu m'accuses, à partir de maintenant, je vais continuer à t'accuser. Ou du tit for tat, je suis gentil jusqu'au moment où tu m'accuses une première fois. La première fois, je te pardonne. La deuxième fois, je vais être méchant. Alors, un chercheur anglais du nom d'Axelrod a fait une étude très très intéressante puisqu'il a lancé des tournois. Il a demandé à des gens de venir avec leur stratégie pour un jeu de dilemme du prisonnier, pour voir quelle était la meilleure stratégie qui émergeait quand vous aviez des jeux itératifs. On s'est aperçu de façon totalement non intuitive que c'est les stratégies altruistes qui donnent les meilleurs résultats. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas votre interlocuteur, il vaut mieux au début être altruiste. Parce que si vous êtes méchant dès le début, vous êtes sûr de perdre. Et on se rend compte que dans beaucoup de cas totalement non synchronisés, de la coopération émerge parce que les gens ont ancré quelque part dans leur expérience, je dirais, dans leur évolution, que l'altruisme a un certain sens et une certaine motivation. Alors, comment ça se relie, cette problématique, qui est une problématique de réseau classique, au problème des réseaux? Ça se lie à la problématique de neutralité du net. Donc, qu'est-ce que veut dire la neutralité du net? La neutralité du net, ça veut dire que quand on a un message, on ne lit pas le message, on n'altère pas le message qu'il y a sur Internet, mais on fait aussi en sorte de rendre le message accessible et ne rien faire pour que le message ne devienne pas inaccessible, et on ne va pas privilégier un message aussi.
Donc, la problématique de coopération et de défection peut être très bien vue comme je coopère, je suis neutre, je fais défection, je te fais payer quelque chose pour utiliser mon service. Et ça, c'est la direction vers laquelle on va sur un certain nombre de services. Ils vont vous dire, si vous voulez avoir l'Internet de base, vous ne payez rien. Mais par contre, si vous voulez avoir telle ou telle application, il va falloir payer quelque chose. Et on se rend compte que la problématique de neutralité du réseau, c'est une problématique qui est une problématique de dilemme du prisonnier. Et pourquoi c'est une problématique de dilemme du prisonnier? Tout simplement parce que les différents acteurs de l'Internet ne sont pas capables d'évaluer le coût de la défection et d'évaluer le bénéfice de la coopération. Et pourquoi? Parce que tout est opaque. Aujourd'hui, les opérateurs annoncent qu'ils sont surchargés de trafic, mais quand l'ARCEP, l'autorité de régulation, leur demande « Donnez-moi votre volume de trafic », ils vont vous dire « Non, c'est des données privées, je ne vous les donnerai pas ». Donc, l'émergence de coopération dans ce cadre-là devient très difficile. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Tout simplement, c'est le rôle de la régulation. La régulation montre clairement quel est le coût de la défection et met en place une transparence pour réduire les problèmes de dilemme du prisonnier. Alors, de l'économie de la donnée, donc nous avons parlé des aspects, bien sûr, économiques, et le dilemme du prisonnier est une problématique économique, mais on peut se poser aussi la question, quelle est la valeur économique de la donnée? En particulier, ça va devenir important dès qu'on se rend compte qu'il y a des données privées aussi qui sont en jeu. Alors, on définit la définition que donne Lionel Robbins, j'ai gardé la définition en anglais, qui dit que l'économie, c'est l'étude des ressources rares qui ont des utilisations alternatives. 1 kilo de pommes de terre, vous pouvez décider d'en faire des frites ou en faire de la purée. Et si, bien sûr, vous êtes dans un endroit où les pommes de terre sont rares, là, vous pouvez faire une économie sur la pomme de terre, décider est-ce que je fais des frites ou est-ce que je fais de la purée ou je fais autre chose. Mais les données, elles ne collent pas du tout avec les hypothèses de base qui nous permettent de faire une analyse microéconomique et une analyse économique classique. D'une part, les données ne sont pas rares. Nous sommes en abondance de données. D'autre part, elles peuvent être produites avec un coût faible. En particulier, elles peuvent être reproduites avec un coût faible. La production nécessite de l'énergie à un coût, mais la reproduction de la donnée est très peu coûteuse. Si j'ai un fichier MP3, ça ne coûte pas cher d'en faire une copie. Et, autre caractéristique, la valeur ajoutée de la donnée n'est pas estimable. Si je vous donne un bit de données, et ce bit de données, c'est le bit qui va vous permettre de décrypter la totalité d'un fichier, sa valeur est beaucoup plus importante qu'un bit au hasard. Tandis que si je parle d'1 kilo de fer, je sais quelle est la valeur ajoutée maximale d'1 kilo de fer. Donc je peux définir le coût d'1 kilo de fer. Tandis que je ne peux pas le faire pour un bit de données. Donc on a besoin vraiment d'une nouvelle théorie microéconomique pour l'information, et il existe 3 grands modèles de valeur. Le modèle de l'initié, qui consiste à dire que la valeur de l'information est la valeur que vous pouvez en tirer en l'utilisant sur le marché. Donc si je sais que telle entreprise va annoncer un plan de licenciement, donc je sais qu'il faut acheter ces titres demain, puisque les marchés adorent ça. Mais c'est l'information, c'est le modèle de l'initié. Le problème de ce modèle, c'est que ce n'est pas un modèle opérationnel. Je ne sais pas quelle est la valeur de ma donnée avant de l'avoir utilisée. Et quand je l'ai utilisée, elle n'a plus de valeur. Deuxième modèle, c'est le modèle thermodynamique ou le modèle de Google, qui dit que la valeur de l'information est égale au coût de l'énergie nécessaire à la produire. Là aussi, on a un problème,
Parce que produire de l'énergie, ça demande produire de l'information, ça demande de l'énergie. Mais la recopier, ça ne demande pas de l'énergie. Et le troisième modèle sur lequel nous on travaille et qui est le modèle principalement aujourd'hui utilisé, c'est que l'information ne peut pas être monétisée. Et que la seule chose que vous pouvez faire avec l'information, c'est de l'échanger avec l'information. Et de ce point de vue, Facebook est un exemple parfait. Pourquoi Facebook est un réseau qui marche ? Parce que c'est un marché d'informations privées. Vous échangez vos informations privées avec les informations privées des autres. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui bénéficie, en plus des deux personnes qui sont en train de faire l'échange, de cette information privée. Et donc, si on pose une question fondamentale aujourd'hui au niveau social, quelle est la valeur des informations privées ? La valeur des informations privées est équivalente à la valeur des informations que vous pouvez avoir en les échangeant. Et là, on se rend bien compte qu'une seule information privée n'a pas de valeur, mais quand vous amoncelez des informations privées, là, vous commencez à avoir de la valeur parce que vous avez la possibilité de l'échanger avec beaucoup d'autres informations. Alors, dernier point, et je finis ma présentation, de la cyberstratégie. Alors, l'espace cyber tel qu'on le décrit est un espace qui commence à prendre une place primordiale, et on parle de plus en plus de cyberguerre, de cybersécurité. Est-ce qu'on peut réfléchir à cet espace cyber ? Alors, on va définir la cyberstratégie, en quelque sorte en paraphrasant la stratégie tout court. La stratégie est définie comme l'art de positionner ses forces, de positionner, de commander, de diriger, de coordonner ses forces dans l'espace afin d'atteindre ses objectifs. Donc la cyberstratégie devient l'art de positionner, commander, diriger, coordonner ses forces dans le cyberespace afin d'atteindre ses objectifs. C'est une notion positive, parce qu'on veut atteindre des objectifs. La cyberdéfense est une notion négative. On veut garder des acquis. Donc il faut toujours... Aujourd'hui, on a un très grand discours autour de la sécurité informatique et autour de la cyberdéfense. De mon point de vue, il faut le changer en discours sous forme de cyberstratégie, puisque tout réseau va avoir des risques et va avoir des opportunités. On sait très bien que tous les réseaux ont été utilisés pour faire des attaques. La route de la soie a été un formidable atout pour l'histoire de l'humanité. Mais c'est la route aussi qu'a pris Gengis Khan pour attaquer l'Europe. Un réseau peut être lui-même la source d'une attaque. La source est aussi la destination d'une attaque. Mais en même temps, il y a aussi des opportunités. Alors, une question fondamentale qu'on peut poser ici, qui est une question très importante en particulier avec les histoires de révélation Snowden, est-ce que la surveillance, telle qu'on la voit aujourd'hui, est quelque chose qui est ajouté au réseau, ou est-ce que la notion de réseau en elle-même n'apporte pas de la surveillance avec elle ? Si la surveillance est quelque chose qui est rajouté au réseau, on peut essayer de trouver des moyens pour réduire cette surveillance. Mais si la surveillance est quelque chose qui est fondamentalement, intrinsèquement avec le réseau, dans ce cas-là, on doit se poser une question beaucoup plus fondamentale. Est-ce qu'on veut accepter le réseau avec le risque de la surveillance et les bénéfices ou pas ? Et de plus en plus, on a des évidences théoriques qui commencent à nous dire que, en termes de théorie de l'information, que, en fait, la surveillance est quelque chose qui est intrinsèque avec le réseau et qui n'est pas quelque chose d'ajouté. Alors, on peut se poser des questions, des illustrations. Alors, je passerai très rapidement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Par exemple, il y a des questions du genre, peut-on couper l'Internet d'un pays ? Qui sont mes voisins ? Y a-t-il une cyberguerre qui nécessitera des cartes état-major ? Et ainsi de suite. Je vous parlerai seulement d'un seul élément, qui sont mes voisins. Et là, vous voyez la différence qu'a créée aujourd'hui Internet. C'est pas évident de se rendre compte qu'aujourd'hui, la France et l'Inde sont deux pays voisins dans l'Internet. Pourquoi ? Parce qu'à La Défense, à Paris, vous avez un certain endroit, dans un des centres de données, vous avez de ce côté de la barrière, alors quand je dis la barrière, du grillage, France Télécom, de l'autre côté de la barrière, Tata, opérateur indien.
Les données qui traversent les 20 cm de câble de ce côté et de l'autre côté passent de juridiction française à juridiction indienne. Les données que vous avez envoyées, si vous voulez récupérer ces données, si vous voulez savoir qu'est-ce qui a été fait avec ces données, il faut aller à Bombay, voir un tribunal indien, même si le routeur est installé en France. Donc, connaître ses voisins, c'est très important. Alors, le graphique que je vous montre, c'est une anamorphose qui va montrer le voisinage de la France proportionnellement à leur taille réelle dans le voisinage Internet. Et on se rend compte que le voisin principal de la France, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis. Plus de 60% de nos interconnexions vont vers le Royaume-Uni et les États-Unis. Et le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est bien sûr accessible à la surveillance de la NSA. Bon. Exemple de questions stratégiques, de questions de cyberstratégie, qu'il faut regarder sous l'aune des risques et bénéfices. Quelle est la signification stratégique des données privées et de leur protection? Alors on peut se dire, il y a des risques, il y a des bénéfices, il y a des périls, il faut calculer. Et le big data? Le big data, aujourd'hui, on en parle, on en promet des merveilles, mais il y a un risque énorme à accepter que ce soit un ordinateur qui prenne des décisions pour des cas concrets. Je vous donne l'exemple très simple. Vous arrivez devant votre médecin ou devant la caisse de maladie et on vous dit « Vous n'êtes pas dans la machine, donc vous n'existez pas. » Pourtant, vous existez, vous êtes là. Le fait que vous ne soyez pas dans la machine ne va rien dire. Supposez que demain, on construise un algorithme qui va décider, à la place de quelqu'un, que vous avez le droit d'avoir ce prêt ou vous n'avez pas le droit d'avoir ce prêt, ce qui est d'ailleurs déjà le cas. Et vous n'avez aucune voie de recours contre cet algorithme, et vous ne savez même pas comment cet algorithme est construit. Alors, question stratégique de la neutralité du net, donc j'en ai déjà parlé. Comment construire une croissance économique dans le cyberespace est bien sûr une question de cyberstratégie. Et donc, j'arrive à ma conclusion. Une nouvelle science est en émergence aujourd'hui, c'est la science des réseaux. C'est une science multidisciplinaire. Comme vous le voyez, j'ai traité de points qui sont relatifs à l'informatique, suivi de points qui sont relatifs aux sciences humaines et à la psychologie, suivi de points qui sont relatifs à l'économie, à la stratégie, aux sciences politiques. C'est multidisciplinaire. Mais le multidisciplinaire est très difficile à mettre en œuvre dans nos structures universitaires. Nous sommes construits autour de facultés, et chaque faculté a son propre territoire et son propre domaine. Mais c'est un challenge qu'il faut qu'on relève, puisque c'est le seul moyen qui nous permet d'appréhender les défis de demain que présente l'Internet et les réseaux. Une grande partie de ce dont j'ai parlé aujourd'hui viennent de discussions intenses que nous avons eues dans le cadre d'un réseau d'excellence qui s'appelle Internet Science, donc qui s'appelle INSS, Internet and Networking European Science, qui est un projet qui est financé par l'Union européenne, qui regroupe à peu près 40 des plus grandes institutions européennes. Et l'Université de Savoie a le plaisir d'avoir une place centrale dans cette activité. Merci beaucoup.